Je suis chercheur à l'IRMC. J'ai fait une thèse sur les scandales de mœurs en Égypte sous la... à l'époque où j'ai commencé, pas encore la fin de Moubarak. J'ai passé 8 ans en Égypte pour en partie faire cette thèse. Puis je suis parti au Maroc, au centre Jean-Pierre. J'ai enseigné en fait plus sur autre chose. Et depuis septembre 2013, je suis ici à l'IRMC. Donc oui, sur le programme, nous sommes deux à être inscrits, mais en fait c'est moins une défection de la part de Olivier qu'une précaution de la part. Il était question que je parte au moment où se tenait et il m'a fait l'amitié de mettre les deux noms pour pouvoir, au cas où, me remplacer au pied levé. Et il m'a fait l'amitié d'être là aujourd'hui. Je vous remercie. Voilà. Je voulais commencer par remercier tout d'abord les organisateurs. Alors c'est assez mais je suis vraiment content de participer à ce séminaire parce que j'étais très sensible au séminaire, à l'argumentaire du départ. Je l'ai à Jocelyne hier. Parce que cet argumentaire nous invitait à faire un... Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir beaucoup me retourner. Cet argumentaire nous invite à faire un travail réflexif, presque même introspectif, de nos pratiques en tant que chercheurs en sciences sociales. Je veux dire que j'avais fait une première mouture de mon intervention qui tentait de lancer quelques pistes de réflexion là-dessus, mais par souci de coller à la thématique sur laquelle on m'a proposé d'intervenir, puisque moi aussi on m'a proposé d'intervenir sur cette thématique, également par souci de respecter le temps qui m'est imparti, qui est trop court pour son lourd travail, je pense. Eh bien, je préfère déplacer au débat éventuellement des discussions sur cette question. Je me contenterai juste de souligner que en fait, j'ai écrasé le fichier de ma première mouture et je me suis rendu compte que la plupart des pistes que je voulais proposer tournaient autour du rapport qu'on entretient à l'histoire. Je dis pas ça parce que Omar et Jocelyne notamment sont autour de cette table, mais et d'autres historiens que je ne connais pas nommément. Mais pour le dire de manière un peu lapidaire, ce qu'en partie, ce que la Révolution fait en partie à nos disciplines, c'est de réinterroger notre rapport à l'histoire de multiples façons et d'une manière peut-être organisée va plus ou moins l'illustrer, car je vais plus parler du passé que du présent. Et au moins, cette réinterrogation se cristallise autour de plusieurs éléments, je ne citerai que trois. D'abord, elle questionne la pertinence d'un découpage historique autour du moment révolutionnaire, alors certes marqué par une césure violente, mais en même temps arrimé à la période précédente par de nombreuses continuités. Elle le redéfinit également en redéfinissant l'enjeu de circonscrire ce que les transitologues appellent le passé pertinent, c'est-à-dire ce découpage historique qui nous permet d'éclairer les dynamiques sociopolitiques à l'œuvre aujourd'hui, dans la période post-révolutionnaire. Et en fait qu'elle nous réinterroge aussi dans notre rapport à l'histoire, puisque la Révolution suscite la tentation de sonder des pratiques sur lesquelles il était précédemment difficile d'enquêter du fait même du contexte autoritaire, et ce faisant, ça nous oblige un petit peu à empiéter sur le terrain de nos collègues historiens, sans pour autant toujours en avoir des outils adéquats. Alors voilà, peut-être qu'on reviendra là-dessus au moment du débat, parce que je l'ai fait assez rapidement pour ne pas trop prendre de mon temps. Alors, le sujet de cette vaste thématique médias et politique, j'ai choisi là aussi plutôt que d'employer mon intervention à vous présenter les grands courants de pensée qui s'intéressent aux relations entre médias et politique, ou pour ce qui nous concerne actuellement en Tunisie, de savoir si les médias constituent une variable dépendante ou indépendante du développement démocratique. Il m'a semblé plus intéressant, dans le cadre de ce séminaire, d'opter pour une intervention qui donne un peu plus de chair à cette question et de vous présenter les travaux que j'ai entamés assez récemment sur l'agence de presse Tunisie Afrique Presse, la fameuse TAP.
Alors j'aurais pu orienter mon propos sur la ECA, sur la régulation du visuel, sur les derniers développements, sur les frasques médiatiques de Karawi, sur le dynamisme des radios privées. Bref, sur toute autre sorte de médias sur lesquels nous avons tous un avis en tant que consommateurs quotidiens. Toutefois, il m'a semblé plus judicieux de centrer mon propos sur l'agence TAP, en ce sens qu'elle constitue une sorte de boîte noire de la production d'informations en Tunisie, une boîte noire que le grand public connaît peu, ce dont se plaignent d'ailleurs beaucoup les agenciers. Alors malgré tout ce qu'on peut reprocher à la TAP, comme toute autre agence de par le monde, fonctionne dans l'écologie des médias tunisiens comme, l'expression quasiment consacrée pour les agences, elle fonctionne comme le grossiste de l'information qui vend ses dépêches aux détaillants que sont les journaux de la presse écrite, les chaînes télé, les radios, etc. Donc la TAP fournit une part substantielle du contenu, du matériau premier que les médias, dont les médias vont tirer un contenu qu'ils vont proposer par la suite à leur public. Et il est difficile d'en donner un ordre de grandeur dans la mesure où la TAP, la plupart du temps, n'est pas créditée par les médias, ce dont là aussi les agenciers se plaignent beaucoup. Alors on peut dire, quoi qu'il en soit, que depuis sa création, l'agence a donné le là de l'information nationale en Tunisie, et aujourd'hui, elle est censée le faire, censée seulement, puisqu'on lui reproche énormément sa lenteur. Du reste, on relèvera que, en tout cas selon certaines personnes que j'ai interviewées, la télévision et les radios publiques ont tendance à tempérer, à attendre une dépêche de la TAP avant de traiter d'une information jugée sensible. Voilà. C'est d'ailleurs là un autre aspect de la centralité d'une agence de presse dans l'écologie des médias, c'est que du fait de routines professionnelles propres aux agences, qui implique une action collaborative des agenciers pour produire une dépêche. Les dépêches sont rarement, voire jamais signées, ce sont des agences qui les signent. Et une agence a, symboliquement au moins dans le cas de la TAP, un pouvoir d'accréditation de l'information et de ce fait de véridiction des faits sociopolitiques dont traitent les médias. Alors là, c'est un élément important en toutes circonstances, mais peut-être qu'il est encore plus dans le cadre de conjonctures transitionnelles que l'on sait propice à toutes sortes de rumeurs et d'allégations plus ou moins fondées. Alors, mon propos consistera principalement à tenter de justifier la pertinence d'un tel objet pour questionner les relations entre les médias et les relations des médias aux politiques. Mon but étant de montrer en quoi l'agence TAP constitue un poste d'observation privilégié des rapports entre médias et politiques en Tunisie. Chemin faisant, je serai amené à mettre en exergue quelques-unes des caractéristiques de l'agence tunisienne de presse et en un sens à reformuler de manière compréhensive la question lancinante du passage d'une agence de presse instrument de la propagande à une agence de presse au service du public. Et je voudrais essayer de les reformuler en des termes moins comminatoires pour les lecteurs. Dans la formulation suivante, comment réformer, loin du politique, une institution médiatique qui, de sa création et pendant tout au long de son existence, s'est retrouvée mêlée à des enjeux politiques, la dépassant largement. Alors j'organiserai mon propos autour de trois grands moments, selon un plan très peu original, mais qui a au moins le mérite de replacer la TAP dans les trois grandes étapes, dans les trois grandes périodes de l'histoire nationale. D'abord sous Bourguiba essentiellement autour de la création de la TAP, puis sous Ben Ali au moment de la création de la TCE, qui est venu concurrencer la TAP, et enfin je conclurai sur la période transitionnelle. Alors, par une de ces ironies propres à l'histoire des hommes, la TAP devait fêter son cinquantenaire au plus fort des mouvements de contestation en Tunisie en 2011, puisque la TAP fut créée le 1er janvier 1961. Donc 1961, dans un contexte national et international extrêmement trouble, et toutes choses étant égales par ailleurs, comparable à certains points à celui de 2011.
la TAP, la création de la TAP, pardon, est à restituer dans le contexte de la construction de l'État postcolonial, nécessitant donc des relais médiatiques pour l'État, pour servir sa cause développementaliste. Elle ne peut pas être détachée non plus, je pense, des rivalités entre newsfist et populiste. En janvier 61, nous sommes à 8 mois de l'assassinat de Salah Ben Youssef. Mais pour autant, il semblerait que ce sont plus des éléments de politique internationale qui ont motivé la création de la TAP. Trois au moins, je en citerai au moins 3. La TAP a été créée à 7 mois de la bataille de Bizerte. Alors, selon plusieurs agenciers retraités que j'ai interviewés, ils sont rentrés en 71, ils n'étaient pas en 61. Selon eux, Bourguiba aurait voulu s'assurer du concours d'un relais médiatique capable d'assurer un retentissement international, le retentissement qu'on espérait en tous les cas, du bras de fer entre De Gaulle et Bourguiba, avec à la clé un vote au Conseil de sécurité à l'ONU. Deuxièmement, dès sa création, la TAP a été noyautée, le terme qui a été utilisé, a été noyautée par GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, qui était présente à Tunis de 60 à 62, et a compté ou s'est vu imposer des rédacteurs algériens qui composaient apparemment jusqu'au quart des effectifs de départ de la TAP, une vingtaine de personnes. Notamment, on va citer un directeur de rédaction du service francophone, un certain Lazar Shraïd, futur ministre algérien de l'information. Troisièmement, la TAP a été créée au moment de la vague des indépendances en Afrique subsaharienne, où l'on ne comptait aucune agence de presse. Bourguiba aurait voulu refléter, enfin du moins que la TAP reflète cette vocation de porte-parole de l'Afrique subsaharienne, d'où l'appellation Afrique apparemment dans son acronyme. Alors au-delà de ces considérations d'ordre géopolitique, la composition de départ des effectifs de la TAP va également dans le sens de cette empreinte originelle au sein de l'agence. La création de la TAP a été confiée à Habib Boulares, premier PDG de la TAP, et ancien de la presse, enfin, notamment, c'est pas sa seule qualité, mais ancien de la presse du parti unique. En l'absence de l'école de journalisme, puisque l'UFSIM a été créée qu'en 1977, donc 6 ans après la création de la TAP, une vingtaine de personnes, administratifs compris, ont constitué le noyau dur de la TAP, outre les Algériens du GPRA, 2 ou 3 recrues tunisiennes du bureau de l'AFP à Tunis. L'essentiel des recrues parmi les journalistes avaient des profils plutôt politiques. Ils venaient de la presse du parti unique, que ce soit l'Action, et encore plus c'est la Hamad, des plumes arabophones, ou encore du ministère de l'Information. Alors on constate, malgré ces statuts, la TAP n'était pas d'emblée une institution médiatique de service public, ou alors avec une définition très particulière du service public, de sorte qu'elle ne chercherait pas aujourd'hui à renouer avec un âge d'or au service du public tunisien. Elle n'était pas non plus hermétique aux rivalités politiques, comme en témoigne le limogeage de son PDG, Soudeni, Abdallah Soudeni, je pense, suite au congrès de Monastir en 1971 et suite aux dépêches qu'il a laissé filer défendant la ligne opposée à Bourguiba. Du reste, c'est encore sous Ben Ali que la TAP se retrouvera déprofessionnalisée et vidée de sa substance au profit d'une approche purement propagandiste de l'information. Alors, au début du règne de Ben Ali, la TAP n'a pas semblé constituer une priorité pour le régime du 7 novembre. Un épisode allait changer cette donne et conduire à la création de la TCE, et cet épisode apparaît au moins rétrospectivement comme un signe avant-coureur du nivellement par le bas de la TAP sous Ben Ali. Alors c'est une caractéristique dont on a parlé hier, ce nivellement par le bas au sujet de l'éducation nationale, c'est peut-être une caractéristique propre à ce régime. Cet épisode, c'est le premier recrutement de complaisance, c'est une expression utilisée par les agenciers, au sein de la TAP, au poste de directeur général adjoint, donc numéro 2 de la TAP, en la personne d'un journaliste de la radio tunisienne, selon un interviewé, je le cite, un ancien gras de papier sans aucun talent, selon un autre, une grande gueule qui présentait bien et passait bien à la télé,
à la télé, où il a interviewé un certain Ben Ali, du temps où il était à la tête de la Sûreté nationale, lequel s'en serait souvenu au moment du coup d'État du 7 novembre, et l'aurait choisi pour aller porter le message du 7 novembre. C'est là d'ailleurs à peu près son seul fait d'armes, apparemment, un certain Hedi Trekki. Je ne sais pas dans quelle mesure il est connu ce monsieur, je n'ai pas la profondeur historique des autres personnes. Il est tombé en disgrâce par la suite, alors je ne sais pas si... Voilà. Alors, cette nomination n'est pas en tant que telle ce qui marque le début de la mise au pas de la table, mais plus, je pense, la réaction de l'équipe de rédaction, la réaction à cette nomination, les agenciers estimant en effet que ce parachuté, qui n'était pas de la maison, comme ils disent, ne méritait pas ce poste. Ce qui nous renvoie d'ailleurs à la valeur du mérite, on en a parlé hier à propos des jeunes de Hayat al-Amr. Et une fronde s'est liée contre ce fameux Hedi Trekki. Et nombre d'agenciers portaient un brassard en signe de protestation et ont été signataires d'une lettre ouverte qui est parue dans la presse, ce qui était extrêmement audacieux. Alors c'est en partie cette fronde qui aurait motivé la création de la TCE. Ben Ali et Abdelwahab Abdallah estimant que la table n'était pas assez fiable pour leur dessin. Et la véritable mise au pas de la table a commencé au moment de la création de la TCE et s'est traduite dans les faits par toute une série de sanctions qui expliquent en grande partie ce qu'est la table aujourd'hui. C'est en effet la table qui a le plus pâti, je pense, de la création de la TCE, puisque ces moyens ont été littéralement siphonnés au profit de la TCE. Alors, je vais citer juste quatre éléments et en mettant en regard les conséquences qu'elles peuvent avoir aujourd'hui dans la période post-révolutionnaire. La TAP a pu compter jusqu'à 11 bureaux internationaux de 1980 à 1986 et ont dû être fermés en raison de la crise économique. Ben Ali, en arrivant au pouvoir, a décidé de rouvrir ses bureaux en partie, et notamment celui de Paris, et seulement pour être légué 2 ans plus tard, à la TCE, avec un nouveau personnel, on a viré ceux de la TAP, Manu Militari, de manière assez violente en tous les cas, un nouveau personnel qui jouissait d'un statut diplomatique et qui était donc payé à faire la promotion du régime Ben Ali. Conséquence, aujourd'hui, la TAP compte parmi les agences de presse les moins rayonnantes à l'international, et parmi le pool des agences de presse qui n'ont aucun bureau à l'international. Deuxième élément, la dotation de l'État a été drastiquement réduite. Et le budget a servi à financer toutes sortes de personnels, soit de la TCE, soit de l'opposition fantoche. Conséquence, personne ne sait aujourd'hui quelle est la taille réelle des effectifs à la TAP, et la masse salariale constitue d'être supérieure au nombre de travailleurs effectifs au sein de l'agence. Troisième élément, le personnel le moins docile a été remplacé ou écarté des postes à responsabilité. L'exemple le plus connu étant celui de Kamel Arbidi en 1994. Conséquence, des termes mêmes d'un interviewé, on a renforcé les effectifs avec des bénis oui-oui, et on a mis en place tout un système, une méritocratie propre au système autoritaire, récompensant les éléments les plus zélés qui étaient transférés vers la TCE ou auprès des ministères pour en assurer la communication. C'est d'ailleurs peut-être une seconde école du journalisme, je ne sais pas comment la nommer, la TAP, puisqu'elle continue même encore aujourd'hui d'être une pépinière de recrutement pour les ministères, pour leur attaché de presse ou leur porte-parole. Très dernièrement, David Yusfi, l'ancien PDG qui a été de 2012 à 2015 en poste, est actuellement directeur du cabinet de la primature. Mais bon, il y a des profils beaucoup moins proéminents qui eux-mêmes sont nommés à des postes de porte-parole. Quatrième élément, de 1993 à 2009, il n'y a eu aucun concours de recrutement à la TAP. Le clientélisme et les allégeances politiques prévalaient donc sur
sur les compétences professionnelles pour renforcer les effectifs. Conséquence aujourd'hui, alors outre la déprofessionnalisation des agenciers, plusieurs clans cohabitent au sein de la TAP. On parle d'une génération Abdallah qui se subdivise en plusieurs clans, membres desquels, ceux qui sont le plus souvent cités, les enfants de militaires rentrés des années 2000, ou celui des étudiants d'état-major rentrés autour de 2009 et qui ont été titularisés en 2011. Alors voilà, dès la première moitié des années 90, tous les ingrédients étaient réunis pour orienter la TAP et le travail des agenciers vers un système propagandiste, que ce soit le limogeage ou la mise à l'écart des éléments les plus professionnels, la réduction des moyens nécessaires au bon fonctionnement de l'agence. Pensez qu'on n'a pas plus de 2 ou 3 enregistreurs vocaux par desk pour une population de journalistes estimés entre 80 et 140 journalistes. Dans ce problème de savoir exactement combien de personnes travaillent à la TAP, les coupes budgétaires, les recrutements de complaisance, pardon. Bref, tout concourt au nivellement par le bas de la TAP et à sa transformation en instrument de propagande. Il m'a semblé impossible de faire l'économie de ce détour, ce très court détour bien sûr par l'histoire, pour adopter une approche un peu compréhensive de ce qu'est la TAP au lendemain du 14 janvier et des défis auxquels elle fait face, et notamment dans un contexte extrêmement concurrentiel, alors que bon nombre d'agences de presse internationales, qu'elles soient françaises, américaines, mais aussi turques, iraniennes, viennent et ouvrent des bureaux et, pour certaines, recrutent les meilleurs éléments de la TAP. La TAP est en quelque sorte le parent pauvre de la transition parmi les médias. Plusieurs éléments le corroborent. Son PDG, Najib Ouerghi, qui a été nommé en mai 2010, juste avant la chute du régime, s'est maintenu à son poste jusqu'en 2012. En adoptant un profil bas, il a laissé l'agence en pilotage semi-automatique, à un moment clé de la transition, qui nécessitait la présence d'hommes d'autorité acquis à la cause du changement. Aucun plan social n'a été adopté pour assainir la TAP des recrutements de complaisance, mais aussi des emplois fictifs qui ont été créés sur la base d'allégeances politiques, encore une fois, des allégeances d'un temps révolu. Et ainsi demeurent des éléments du personnel qui n'ont aucun intérêt à ce que les choses changent finalement. Contrairement à d'autres médias, la TAP ne semble pas avoir suscité l'intérêt non plus des programmes d'assistance médias internationaux, à l'exception d'un audit d'experts de l'AFP, commandité par CFI, dont la publication a eu l'effet d'une bombe au sein de la TAP, dès lors qu'il pointait sans détour l'absence des mécanismes professionnels les plus élémentaires pour le travail d'agence, tels que l'adoption d'une charte de déontologie, l'usage d'un manuel d'agencier, la tenue quotidienne d'une réunion de rédaction. En agence, on a un retour, on a vraiment une réflexibilité sur sa production de la veille et on définit les lignes du travail du jour, ou encore d'un conseil composé de représentants de la rédaction et non pas seulement de membres de la hiérarchie qui continuent d'être nommés sur des bases, en tout cas par des instances politiques. Alors cela ne veut pas dire qu'aucune initiative n'a été prise, bien sûr, par les agenciers de la TAP pour dégager celle-ci du carcan politique ou propagandiste dans laquelle une minorité au moins du personnel se sentait à l'étroit. Peu de temps après le 14 janvier, la TAP s'est retrouvée impliquée dans l'affaire l'Arabi Masra de Hanabar TV, suite aux accusations de trafic d'armes qui l'ont visé, lui et son fils. Et après une réunion du desk politique, la décision a été prise, c'est un moment assez fondateur chez les agenciers, la décision a été prise de ne pas publier son communiqué destiné à le blanchir. Plus jamais ça, l'agence n'est pas une boîte postale, une expression consacrée chez eux. L'agence n'est pas une boîte postale permettant de blanchir un tel ou un tel. Aujourd'hui, on cite nos sources et on a des pratiques professionnelles. De même, un autre moment dans la transition qui a été important au sein de la TAP, c'est lorsque, en avril 2011, des anciens de la TAP qui étaient partis en détachement ont cherché à réintégrer les rangs de la TAP et la rédaction n'a pas entendu cette oreille, visiblement, et se sont opposés. J'avoue que je ne sais pas ce qu'il en est devenu d'ailleurs de cette
Cela a conduit en tous les cas quand même à l'élection d'un conseil au sein d'un conseil de rédaction, qui n'a duré que 6 mois, d'avril à septembre 2011. Alors, il a périclité pour plein de raisons internes que je ne peux pas développer maintenant, mais également en raison du contexte politique à l'approche des élections du 23 octobre, dans lesquelles Nard a été annoncé favori. Alors, je me permets de citer in extenso la description que m'a fait une des interviewés. Je la cite: tout le monde était content parce qu'on allait avoir un nouveau parti unique. C'est la mentalité du parti unique, quel qu'il soit, on est content de servir cela, parce que c'est la recette et les mécanismes qui sont connus. Après les élections, tout le monde était bien installé dans ce jeu, et je vous assure qu'ils ont même retrouvé le sourire. Parce que je sais que c'est plus difficile de faire du reportage, de vérifier l'information, d'appeler quelqu'un pour avoir son avis, etc. C'est très facile de le procès verbal. Ça n'ajoute rien, ce n'est pas notre travail, en fait, ce n'est pas du journalisme. Enfin, tout dépend de la définition que l'on a du journalisme. Peut-être que j'ai tort, je ne sais pas. Pour conclure, donc, je commenterai pas. Je trouve que c'est une citation qui montre bien le désarroi qui règne au sein de la table et l'absence de repères pour savoir quel est le journalisme finalement. Et je conclurai en disant que le sentiment qui semble régner parmi les éléments de la table qui ont cherché à faire changer la table est à la désillusion, au désenchantement. Bon nombre est parti travailler ailleurs, soit, comme je disais, sur les concurrents étrangers, soit dans tout autre domaine, soit ils sont restés à la table, mais ils se sont mis en retrait. De l'extérieur au moins, on a l'impression d'une occasion historique manquée, du fait de toute une série de contingences. La table n'a pas su se régénérer, et comme en son temps, l'AFP, que les agenciers de la table citent souvent en exemple, c'est pour ça que je le fais, comme en son temps, l'AFP, créée en 1944, dont on rappelle que ça s'est fait en réaction aux compromissions de l'agence Abbas avec l'occupant allemand à travers ses filiales. Voilà, je vous remercie.